distinguer l'astronomie de l'astrologie. Souvent, on les confond. Je vous rassure, les Romains et les autres peuples anciens confondaient les deux. Et d'ailleurs, ce sont les Grecs, je vais revenir plus tard, qui ont distingué les deux. Alors, on l'entend déjà que ce n'est pas le même mot, astronomie, astrologie. Astronomie, c'est la science, les lois des astres. Astro, astre, astre, c'est-à-dire objet céleste qui brille dans le ciel, et nomie, les lois. Tandis que l'astrologie, c'est la logie, c'est-à-dire en grec, le logos, la parole des étoiles. Que disent les étoiles, sous-entendu sur l'avenir? Alors, cette tradition, elle nous vient il y a plus longtemps, c'est pas les Romains qui ont inventé l'astrologie, ça vient plutôt de Babylone, en Mésopotamie. On appelait ce peuple les Chaldéens, et ce sont eux qui ont posé les bases de l'astronomie moderne. Ils ont, en tout cas de l'astronomie moderne occidentale, puisque les autres peuples du monde avaient leurs propres références. Mais les Babyloniens, ce sont eux, en tout cas pour notre culture, qui ont en premier rassemblé des groupes d'étoiles et les ont associés à des symboles qu'on a conservés aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont eux qui ont inventé les 12 signes du zodiaque. Les Grecs ont repris ensuite toutes ces constellations, puis ils ont associé ces constellations à leurs mythes pour les intégrer à leur culture. Et ils ont fait des calculs pour comprendre en fait comment ils bougeaient, et c'est là qu'ils ont distingué de l'astrologie. Les philosophes qui ont calculé la position des étoiles, leur orbite, ne croyaient pas en l'astrologie, et les premiers dans le monde occidental ont expliqué que l'astrologie c'était de la superstition. Et ils ont plutôt réfléchi, eux, à comment les hommes, quelle était leur place dans l'univers. Alors j'y reviendrai après, je vous expliquerai plus de détails au fur et à mesure de cette heure. Les Romains ensuite ont repris à nouveau à leur compte la culture grecque et la culture babylonienne. Ils ont conservé les constellations et les mythes grecs en adaptant les noms des dieux à leur propre culture. Par exemple, les Grecs, le dieu des hommes s'appelle Zeus, et les Romains, le dieu des hommes et des dieux s'appelle Jupiter. Donc ils ont adapté. Par contre, ils n'ont pas fait d'avancées scientifiques. Ils se sont plutôt contentés de récupérer les connaissances astronomiques des Grecs, voire ils ont un peu régressé puisqu'ils sont plutôt concentrés sur l'astrologie. Et les Romains étaient assez superstitieux, que ce soit dans les couches populaires de la population ou même les élites, les nobles, croyaient au pouvoir des étoiles pour dire l'avenir. Alors, ça peut être l'avenir d'une personne qu'on déterminait à la naissance en fonction de la position des étoiles le jour où il était né. C'est de là que nous viennent les signes du zodiaque. Quand on est né en juillet, par exemple, on est du Cancer. Quand on est né en décembre, on est du Sagittaire. Donc ça nous vient des Romains. C'est vraiment les Romains qui ont encore plus développé cette science de l'astrologie. Mais on pouvait faire aussi l'avenir d'une ville, voire d'un pays entier. Et notamment, quand il se passait quelque chose d'important à Rome, parfois on l'expliquait par la position des étoiles ou d'autres prodiges. Les Romains étaient vraiment très superstitieux, contrairement aux Grecs, où il y avait plus ce développement de la philosophie qui n'a pas été repris à ce point par tous les Romains. Alors ça ne veut pas dire que tous les Romains croyaient en l'astrologie, c'est comme aujourd'hui maintenant, une partie de la population croyait en l'astrologie, mais certains savants, bien entendu,
avait lu les textes grecs, des astronomes grecs, et savait parfaitement que c'était de la superstition. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas l'astrologie, c'est plutôt l'astronomie, même si on va parler des mythes qui y sont associés. Alors, pourquoi des mythes associés aux étoiles? Tout simplement puisque la voûte céleste est composée de milliers, voire de millions d'étoiles et de milliards, et pour retenir la position des étoiles, quoi de mieux que d'y associer un signe et une histoire? Ça permettait de mémoriser les étoiles et de transmettre la tradition oralement plus facilement, puisque il y a très longtemps, on n'avait pas une société de l'écrit comme aujourd'hui. Les savoirs se passaient beaucoup plus à l'oral, et c'était plus facile de faire passer des savoirs par des histoires. Alors bien entendu, ils ne croyaient pas forcément en la véracité des mythes, mais c'était des histoires qui étaient associées à la culture, comme on peut avoir aujourd'hui des contes. Alors, niveau astronomie, les connaissances, elles ne viennent pas d'après le Moyen-Âge, comme on pense, comme on peut souvent le penser. Ce n'est pas Galilée ou ce n'est pas Copernic qui ont découvert que la Terre était ronde. Au Moyen-Âge, les gens savaient que la Terre était ronde déjà et non plate. C'est un cliché, puisque ce sont les Grecs qui, les premiers, ont prouvé même que la Terre était une sphère. Alors, ils ne l'ont pas trouvé tout de suite. Ça a commencé au 7e siècle avant Jésus-Christ, avec Hésiode. Selon Hésiode, la Terre était plate, entourée d'un océan. Donc ça, c'est le cliché qu'on a sur les gens de l'époque. En effet, c'est ce qui nous vient le plus à l'idée. Surtout les Grecs, ils vivaient sur une terre entourée de mer. Donc ils se sont dit, bon, bah, certainement, les bords de la Terre, ça doit être une mer. Au VIe siècle, Thalès de Milet, que vous connaissez pour le théorème de Thalès, puisque les mathématiciens étaient aussi philosophes et astronomes à l'époque grecque, pense que cette fois-ci, la Terre est plate, mais qu'elle flotte sur l'eau. Quelques temps plus tard, un autre grec, dont je n'ai pas le nom, je suis désolée, pense plutôt que la Terre flotte sur de l'air. Et c'est ça qui expliquerait, d'après eux, les séismes. Plus tard, au 5e siècle, nous avons Pythagore, encore quelqu'un que nous connaissons pour nos cours de mathématiques au collège, qui a fait le théorème de Pythagore. Lui aussi était un mathématicien, un philosophe et un astronome, puisque c'était les rudiments qu'il fallait connaître quand on voulait se prétendre savant. Donc ce Pythagore, là, cette fois-ci, nous décrit une Terre sphérique. Mais les preuves ont du mal à être avancées. Il se base sur son intuition. C'est au IVe siècle, avec Aristote. Alors c'est un autre Aristote que celui qui a écrit la poétique d'Aristote, qui lui explicite les preuves de la sphéricité avec l'ombre de la Terre lors des éclipses de lune. Donc, en observant les éclipses de lune et en voyant la forme, il en a déduit par quelques calculs que la Terre ne pouvait être que sphérique. Au IIIe siècle, Ératosthène, lui, a calculé cette fois-ci un méridien. Le méridien, c'est la coupe longitudinale de la Terre, et il ne s'est trompé que de 300 km grâce au calcul. Donc, par ces preuves-là, on sait que les Grecs étaient tout à fait au courant que la Terre était sphérique, puisqu'ils avaient prouvé cela. Et ce n'est pas du tout au Moyen-Âge qu'on a découvert ces faits-là. Mais ce n'est pas tout. Il y avait encore à découvrir la rotation et ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Je vais vous expliquer tout de suite ce qu'est ce mot barbare. Alors, avant, on pensait que c'était les étoiles qui tournaient autour de la Terre. D'ailleurs, alors j'ai oublié de vous en parler, il y a Anaximandre qui pensait que la Terre était sphérique, cylindrique, qu'elle reposait sur le rond qui était le cercle qui était au-dessus du cylindre, et que le cylindre
autour du cylindre, défilaient les étoiles, ce qui expliquait le mouvement des étoiles qui passent dans le ciel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais selon l'heure de la nuit, les étoiles n'ont pas la même position. Elles bougent dans le ciel. Les étoiles vont, grosso modo, se lever à l'est, comme le soleil se lève à l'est. L'est se trouve au niveau de la régie là-bas, et elles vont se coucher derrière l'écran de cinéma. Elles vont traverser tout le ciel, toute la nuit. Et elles bougent aussi selon les saisons. Et on expliquait cela par le fait que les étoiles tournaient autour d'un cylindre. Plus tard, suite à des calculs qu'ont fait les savants grecs, on a plutôt déduit que ce n'était pas les étoiles qui tournaient, mais la Terre qui tournait sur elle-même. Mais on en était encore à la thèse de ce qu'on appelle du géocentrisme. Alors, derrière ce mot barbare, se cache une signification toute simple. Géo, ça veut dire la Terre, et centrisme, le centre. C'est-à-dire qu'on pensait que la Terre était au centre du monde. Puis, on va quand même, quelques Grecs vont avancer la thèse de l'héliocentrisme. Hélio, c'est le Soleil. C'est-à-dire que ce n'est plus la Terre qui est au centre de l'univers, mais le Soleil. Malheureusement, cette théorie n'aura pas de succès, car ceux qui l'ont développée avaient du mal à avancer des preuves. Donc, on restera à la thèse du géocentrisme jusqu'au Moyen-Âge. C'est ensuite Galilée qui, après avoir lu les Grecs, va ressortir cette thèse et il en paiera de sa vie. Ensuite, Copernic, quelques années plus tard, reprendra cette thèse et grâce aux lunettes astronomiques qu'il aura développées, arrivera davantage à convaincre le public de l'époque. Et cette fois-ci, l'héliocentrisme deviendra la thèse qu'on a acceptée et qu'on a à peu près gardée aujourd'hui, même si on sait que ce n'est plus le Soleil le centre de l'univers. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sait que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, donc, ce que ne savaient pas les Romains ni les Grecs d'ailleurs, c'était que ce système solaire était au centre d'une galaxie. Comment avons-nous su que nous étions dans une galaxie? Tout simplement en observant ce qu'on appelle la Voie lactée. Les Romains, à l'œil nu, ne voyaient qu'une traînée blanche. Il a fallu que Copernic utilise sa lunette astronomique pour se rendre compte que cette traînée blanche était en réalité la lumière de millions et de millions d'étoiles. Et cette traînée blanche, en réalité, c'est un bras de notre galaxie, la Voie lactée. Pourquoi la Voie lactée? Parce que les Romains et les Grecs avaient un mythe, racontaient un mythe comme quoi ça aurait été un dieu qui avait laissé traîner une coulée de lait. Alors il y a plusieurs mythes. Il y a le premier mythe qui est celui de la chèvre qui a élevé Jupiter. Je vous rappelle le mythe. Jupiter a été enfanté par le dieu Ouranos et la déesse Gaïa. Mais Ouranos avait la mauvaise habitude de manger ses enfants. Seul Zeus ou Jupiter, en grec, a réussi à échapper à la cruauté de son fils parce que sa mère, Gaïa, a caché son fils au fond du monde et il l'a confié à une chèvre. Et on raconte que cette chèvre aurait, par maladresse, renversé un pot de lait et ce pot de lait se serait étendu sur la voûte céleste. Ça, c'est le premier mythe. Il y en a deux autres principaux. Le deuxième, ce serait plutôt un mythe associé à Hercule, dont vous venez sans doute de voir le film tout à l'heure. Hercule, lui aussi, n'était pas aimé d'un dieu, et plutôt d'une déesse. Il faut savoir que Hercule était le fils de
Zeus n'est pas le fils de Héra, qui était la femme de Zeus. Zeus avait trompé sa femme avec la belle Alcmène. Et pour éviter que la jalouse Héra se venge sur ce pauvre enfant qui n'avait rien demandé, il l'a caché, pareil, à ses yeux, pour le protéger. Seulement, il avait besoin de lait. Donc, Jupiter, ou Zeus, qui est très farceur, s'est amusé pendant que sa femme Héra dormait à mettre le bébé à son sein. Le bébé tète le sein de Héra, elle s'en rend compte, elle se réveille, elle se rend compte que ce n'est pas son enfant, elle le repousse, et en le repoussant, il y a une giclée de lait qui frappe le ciel et qui s'imprime. De là, on appelle cela la Voie lactée. Mais ce n'est pas ce mythe-là que je vais vous raconter ce soir. Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est le mythe de Phaéton. C'est une troisième version de l'origine de la Voie lactée. Et je m'en vais vous la raconter dans un instant. Donc, l'histoire commence avec la révélation qui est faite à Phaéton. Sa mère, Clymène, vient de lui révéler l'identité de son père, qui n'est autre que le dieu Apollon, dieu des arts et du soleil. Pour lui prouver qu'il est bien son père, Apollon propose à son fils, Phaéton, d'exaucer le vœu de son choix. Sur 100 colonnes d'or, circulaires portiques, s'élève du soleil le palais magnifique. C'est là que Phaéton, par l'avis de sa mère, arrive et veut d'abord s'avancer vers son père. Mais perdu dans l'éclat des rayons éternels, dont les éclairs trop vifs blessent ses yeux mortels, il s'arrête. Vêtu de la pourpre royale, le soleil sous un dais d'émeraude et d'opale, au milieu de sa cour, rassemble sous ses lois les siècles et les jours, et les ans et les mois, et les heures aussi, ces légères suivantes, l'une de l'autre en cercle, également distantes. Le soleil de cet œil qui voit tout dans le monde a vu de Phaéton la surprise profonde, à l'aspect d'un éclat si nouveau pour ses yeux. « Cher Phaéton, dit-il, qui t'amène en ces lieux? Flambeau de l'univers, père du jour, mon père, si ce nom m'est permis sur la foi de ma mère, d'un doute injurieux délivre mes esprits, et qu'une preuve certaine te déclare que toi tu es mon fils. » Il parlait, et le Dieu que la flamme environne, des rayons de son front dépose la couronne, lui tend les bras, l'appelle en son sein paternel. « Sors, dit-il, ô mon fils d'un doute si cruel. Viens embrasser ton père, il t'avoue, et Clymène ne t'a point abusé d'une croyance vaine. Mais il te faut une preuve, et je veux l'accorder. Sûr de tout obtenir, tu peux tout demander. Du serment que je fais, sois le garant terrible, ô fleuve des enfers, à mes yeux invisibles. » Phaéton, un seul jour, dans les champs étoilés, veut conduire son char et ses chevaux ailés. Le soleil regretta sa promesse imprudente, et secouant 3 fois sa chevelure ardente, il lui dit « Tes désirs ont rendu mes serments indiscrets. Ô mon fils, pourquoi les ai-je faits? Le refus de mon char, tu peux en croire impair, serait le seul refus que je voudrais te faire. Mais au moins les conseils me sont encore permis. N'exige point de moi ce que je t'ai promis. Tu me demandes plus que tu me dois prétendre. Tu me demandes trop pour un âge si tendre. Tes destins sont d'un homme, mais tes vœux sont d'un dieu. Que dis-je? Sur mon char étincelant de feu, quel dieu pourrait s'asseoir?
Quel dieu pourrait s'instruire à guider les coursiers que seul je peux conduire? Nul, pas même le dieu qui tonne dans les terres. Et te crois-tu plus grand que le grand Jupiter? Pourras-tu résister à ce cours circulaire du mouvement rapide emportant tous les yeux? Peut-être crois-tu voir au royaume des cieux d'offrandes magnifiques? Non, ce ne sont partout qu'énormes animaux, embûches sur embûches et travaux sur travaux. Mon fils, je t'en conjure, il en est encore temps. Sauve-toi de toi-même et rends-moi mes serments. Si du sang dont tu sors, tu veux un témoignage, vois le trouble où je suis. Que faut-il davantage? Mon effroi paternel a déclaré mon fils. Il est peint sur mon front. Tu le vois, je pâlis. Et pour y voir un cœur alarmé de ta perte, plutôt ciel que mon âme à tes yeux fut ouverte. Que te dirais-je enfin? Gloire, trésor, plaisir? Ce qu'offre l'univers, je l'offre à tes désirs. Oui, mon char excepté. Demande tout le reste. Je ne réserve rien que cet honneur funeste. Le vouloir, ô mon fils, c'est vouloir ton trépas. Jeune insensé, pourquoi me serrer dans tes bras? J'ai juré par le Styx, fleuve des enfers, je dois le satisfaire. N'en doute pas, mais forme un vœu moins téméraire. Tels étaient d'Apollon les paternels avis. Mais il combat en vain l'imprudence d'un fils. Orgueilleux de s'asseoir sur le char de son père, autant qu'il peut du moins, il résiste, il diffère. Mais il fallut céder et le conduire enfin jusqu'au char immortel, chef-d'œuvre de Vulcain, dieu des volcans et des forgerons ardents. Les cieux du char est d'or, et d'espace en espace brille un rayon d'argent qu'un cercle d'or embrasse. Autour du timon d'or, du joug et du harnais, la perle au diamant se mélange avec choix, et du feu des rubis, l'émeraude enrichie, répète au loin du dieu l'image réfléchie. Tandis que Phaéton d'un avide regard admire et sa richesse et l'ouvrage de l'art, voilà qu'à l'Orient, l'aurore matinale a semé les rubis et la pourpre et l'opale. L'étoile du matin aux astres de la nuit a donné le signal, les rassemble et les suit. Quand il eut vu rougir la lumière naissante et pâlir de Phébie, déesse de la lune, l'image décroissante, le soleil qu'a servi la loi de ses travaux ordonne malgré lui d'atteler ses chevaux. À l'ordre accoutumé, les heures obéissent. Les coursiers parfumés des sucs qui les nourrissent, au char qui les attend, se laissent amener et reçoivent le frein qui doit les gouverner. Apollon sur son fils répand un pur dictame, le rend impénétrable aux ardeurs de la flamme, couvre de feu son front qui rayonne d'orgueil et pousse un long soupir, présage de son deuil. Phaéton sur le char s'élance plein de joie, saisit avidement les rênes qu'il déploie et rend grâce au soleil qui tremble pour son fils. Cependant, les coursiers Éton et Pyroïs éhouent ces flégons impatients et lisses. Ils soufflent feu sur feu dans les airs qui blanchissent de ton fils, ô Clymène, ignorant le destin. Aussitôt que Thétis, aux portes du matin, du monde sur leurs pas, eut ouvert la carrière, ils partent, et loin d'eux, repoussant la barrière, ils fendent dans les airs les nuages mouvants, et de leurs pieds ailés, ils devancent les vents. Le char léger de poids sent qu'il n'a plus son guide, et tel qu'au hasard flotte une barque vide, joué mobile et vain du caprice des mers, le char roule par bonds et saute dans les airs.
Les nuages brûlants s'exhalent en fumée. La terre en ses hauteurs est d'abord enflammée. Elle se fend et perd l'eau qui la nourrit. L'herbe se sèche et meurt, l'arbre brûle et périt. Et l'aride moisson qu'un seul jour adorée alimente le feu dont elle est dévorée. Que dis-je? Tout s'embrase, et pour leurs habitants, les villes ne sont plus que des bûchers ardents. Les cités sont en cendres, et les campagnes fument. Sur le sommet des monts, les forêts se consument. Et le Tibre lui-même, acquis sous les Romains, les destins ont promis l'empire des humains. La terre, cependant, cette mer féconde, au milieu de la mer, des fleuves et des étangs, qui pressaient autour d'elle ou cachés dans ses flancs, resserrés de leurs flots la ceinture liquide, sous le ciel enflammé, lève sa tête aride. Elle couvre son front de l'ombre de sa main, d'une vaste secousse, elle ébranle son sein. Retombe, se soutient, retombe encore sur elle, et profère en ces mots sa plainte maternelle. Roi des dieux, si ma perte a pour toi des appas, pourquoi tes feux oisifs ne te vengent-ils pas? S'il faut que par le feu je sois réduite en cendres, arme-toi de ta foudre, et loin de m'en défendre, je me consolerai de périr par tes coups. Je croirai juste alors ton injuste courroux. Vois mes cheveux brûlés, vois la cendre qui vole, envelopper mes yeux, étouffer ma parole. Est-ce donc là le prix de ma fécondité? Est-ce pour voir ainsi payer tant de bonté? Qu'au besoin des troupeaux je fournis la verdure, que du soc tous les ans je souffre la blessure, que je produis la gerbe aliment des mortels, et l'encens qui des dieux honore les autels? Quand j'aurai mérité cet indigne salaire, vois la mer qui décroît. Quel crime a fait ton frère? Pourquoi l'empire humide, où lui seul a des droits, se voit-il resserré dans des bords plus étroits? Mais si ses intérêts sont encore trop frivoles, je parle pour les tiens. Vois fumer les deux pôles, vois haleter Atlas porter le monde sous le poids enflammé du céleste palais à demi consumé. Roi des dieux, hâte-toi de sauver ce qui reste, où du monde embrassé, la perte est manifeste. Le ciel périt, la terre et l'empire des flots, et tout va retourner dans le premier chaos. En achevant ces mots, la terre suffoquée, de fumée et de flammes et de cendres offusquées, se retire en soi-même au fond des entrecreux, lieu profond et voisin des esprits ténébreux. Le père des humains, le roi de l'Olympe, Jupiter fut ému de sa plainte sacrée. Il prend le soleil même et les dieux à témoin que l'univers périt s'il y donne ses soins. Il monte au réservoir des pluvieux orages, d'où sa main sur la terre épanche les nuages, et du tonnerre en feu lance les triples dards. Mais il y cherche en vain un amas de brouillard. Il prend sa foudre, il tonne, un trait de feu rapide, précipite à la fois et le char et son guide, une flamme subtile embrasse ses cheveux, les feux qu'il alluma sont éteints par des feux. À ce coup imprévu de la foudre éclatante, les coursiers immortels reculent d'épouvante. Ils brisent l'attelage et sans frein et sans loi, laissent à l'abandon le char et le harnais. Là, de l'essieu brisé, le tonnerre se joue. Ici roulent épars les rayons de la rue. Et dans les cieux, au loin de ces débris semés, tout le char se disperse en éclats enflammés. Faille-t-on que la foudre en longs éclairs sillonne, précipitée du ciel dans les airs tourbillonne, telle en un temps serein une étoile à nos yeux, glisse ou semble glisser de la voûte des cieux. Il tombe, et l'Éridan, bien loin de sa patrie, le reçut dans ses flots aux rives d'Hespérie, et lava dans ses flots son visage fumant.
Les naïades au fond d'un pieux monument recueillent sur ses bords sa dépouille célèbre, et ses vers sont gravés sur le marbre funèbre. Repose, Phaéton, ton nom est immortel. Tu voulus t'élever sur le char de ton père. Si ta chute a suivi ton essor téméraire, il est beau de tomber quand on tombe du ciel. Vous nous perdez, adieu. Les corses qui s'élèvent pressent leurs derniers mots qu'un long soupir achève. Sous leur forme nouvelle, elles pleurent encore. L'ambre de leurs rameaux distille en larmes d'or. Au fond de ses rayons, le soleil les épure. Et la jeune romaine en forme sa parure. Cygnus, qui par le sang à leurs frères reliés, le fut bien plus encore par sa tendre amitié. Il vit finir à la fois leur douleur et leur vie. Cygnus, fils de Sténée et roi de Ligurie, au bord du fleuve en pleurs longtemps avait gémi, dans le bois augmenté des sœurs de son ami. Tandis qu'il frappe l'air de sa plainte assidue, son gosier rétréci rend sa voix plus aiguë. Sa bouche se transforme en un bec arrondi, son cou, loin de son sein, se prolonge agrandi. Ses bras sont remplacés par deux ailes d'albâtre, et de ses doigts unis, la membrane rougeâtre se plie, et tour à tour s'élargit sous ses pieds. Sa tête, son long cou, ses flancs plus déliés, se couvrent d'un duvet d'une blancheur insigne. En oiseau transformé, Cygnus n'est plus qu'un cygne. Timide, il n'aime point à se lever dans l'air et semble craindre encore les feux de Jupiter. Sur les humides bords, sa demeure ordinaire, il cherche l'élément à la flamme contraire. Ainsi a péri Phaéton pour avoir convoité le char de son père, et ainsi a-t-il laissé une longue traînée dans le ciel. Et ainsi Cygnus, son frère, devint le cygne céleste. Par ce mythe, nous avons eu l'histoire, la troisième histoire de la Voie lactée et l'apparition d'un autre mythe dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le mythe du cygne. La Grande Ourse, c'est une constellation qui est tellement importante qu'on retrouve cette constellation partout dans le monde. C'est-à-dire, même si les cultures sont différentes, la plupart des peuples avaient amalgamé ces étoiles ensemble et y avaient associé une petite histoire. En général, ce sont toujours des épisodes de chasse avec un ours ou un cerf. Chez nous, du coup, c'est plutôt un ours. Cet ours, d'ailleurs, on le disait en grec Arctos. Arctos, l'ours, que ce soit masculin ou féminin, l'ours mâle ou l'ours femelle. Et ce mot Arctos, ça nous a donné le mot arctique en français, qui désigne le cercle polaire du Nord. Au contraire, nous avons l'Antarctique, toujours du grec, Antarctique, ant, en face de, opposé, arctique, enfin, opposé à l'Arctique. L'Antarctique désigne le pôle sud, il est totalement opposé au nord. Ainsi, vous allez pouvoir mémoriser plus facilement de quel côté est le cercle arctique et de quel côté est le cercle antarctique. On se repère bien entendu par rapport au nord, puisque nous sommes dans l'hémisphère nord, donc le cercle arctique, et à l'opposé, c'est l'hémisphère sud, antarctique, opposé au nord, au cercle polaire arctique. Mais les Grecs associaient aussi cet ours à un mythe. Cette fois-ci, Zeus trompe une fois de plus sa femme, Héra, ou Junon pour les Romains, et repère une jeune nymphe du nom de Callisto. L'histoire se passe juste après celle que je viens de vous raconter, c'est-à-dire celle du mythe de Phaéton. La Terre est dévastée et il survole la surface de notre planète pour constater les dégâts causés. Et c'est là qu'il aperçoit la belle Callisto qui se promène dans les bois.
Cette nymphe est la disciple de Diane, la déesse de la chasse et de la nature sauvage, et elle lui a promis le vœu de chasteté. Cependant, Jupiter parcourt la vaste enceinte des cieux, qui de la flamme ont pu sentir l'atteinte. Tranquille et rassuré sur le séjour des dieux, sur le séjour de l'homme, il abaisse ses yeux. Mais ses soins sont surtout pour l'heureuse Arcadie. Il visite d'abord cette terre chérie. Il redonne à ses prés leurs gazons refleuris, rend leur cours au ruisseau que la flamme a tari, et reverdit des bois l'ombre immense et touffue. Tandis qu'il y va, revient une nymphe à sa vue, se présente et d'amour enflamme ses désirs. Callisto, elle ne sait point occuper ses loisirs, à filer sous ses doigts la laine obéissante, à varier les nœuds d'une tresse élégante. Une agrafe retient son léger vêtement, un bandeau ses cheveux noués négligemment. À l'arc au javelot, Callisto se signale. Quelle nymphe jamais aux forêts du Ménal fut plus chère à Diane? Faut-il que toujours la faveur soit sujette à de fâcheux retours? Le jour plus radieux avait rétréci l'ombre. Elle cherche l'abri d'un bois antique et sombre. Elle détend son arc, pose ses javelots, détache le carquois suspendu sur son dos, s'étend sur le tapis que l'herbe lui présente, et son carquois soutient sa tête languissante. Jupiter, son témoin, l'aperçoit à l'écart. Profitons, se dit-il, des faveurs du hasard. Junon ne peut le voir, et même le sut-elle. Dois-je craindre à ce prix sa jalouse querelle? Sous les traits de Diane, avec un doux sourire, il aborde la nymphe. Ô toi que je chéris, si longtemps loin de moi, quel bois t'ont retenu? Callisto, se levant, répond. Je vous salue, vous, avant Jupiter, ma gloire et mon appui. Oui, dût-il m'écouter, je vous préfère à lui. Jupiter s'applaudit d'un heureux stratagème. Il sourit de se voir préféré à lui-même et lui donne un baiser dont le crime révèle la supercherie et prend de force la belle. Sa bouche sur la sienne avec ardeur empressée arrête sa réponse à demi commencée. Junon, que ne vis-tu sa honte et ses efforts? Tu la croirais punie assez de ses remords. Elle résiste autant qu'il est en sa puissance. Mais contre Jupiter, que peut sa résistance? Elle résiste en vain. Fier et victorieux, l'immortel séducteur remonte dans les cieux. Elle fuit de ces lieux autrefois ses délices, accuse la forêt et ses ombres complices. Et tandis qu'en désordre, elle sort de ce bois, elle en a presque oublié son arc et son carquois. Cependant, l'arc en main, Diane triomphante, au sortir des forêts sur ses pas se présente. Callisto tremble, hésite, et ne sait si ses yeux ont reconnu Diane ou le maître des dieux Jupiter. L'astre changeant des nuits dans son cours renaissant, renouvelé aux cieux son 9e croissant. Diane, fatiguée, entre dans un bois sombre, où mêlant sa fraîcheur à la fraîcheur de l'ombre, d'un ruisseau doux et pur le cristal transparent, sur un lit de gravier serpente en murmurant. Elle admire du lieu la retraite profonde, puis effleurant du pied la surface de l'onde. Nous sommes sans témoin, goûtons le frais des flots, et pour voile n'ayons que le voile des eaux. La déesse a parlé, les nymphes obéissent. Une seule hésitait, Callisto, ses craintes la trahissent. Elle se cache, elle résiste, quelque temps, en vain. On découvre son ventre arrondi sous son sein. La déesse rougit,
Fuis loin de moi, profane, fuis, ne souille point l'onde où se baigne Diane. Elle dit, et soudain, l'exil de sa cour. La jalouse Junon la poursuit à son tour. Elle a trop différé le temps de sa vengeance. L'enfant Arcas est né du crime qui l'offense. Et tout aigrit le fiel de ses chagrins jaloux. Quoi, dit-elle, roulant des yeux pleins de courroux, odieuse rivale à ma douleur profonde, il ne manquait donc plus que de te voir féconde. Il faut donc qu'aujourd'hui tu sois mère et qu'un fils, gage de mes affraux trop longtemps impunis, d'un époux adultère, atteste le parjure. Il faut donc que je souffre, injure sur injure. Non, je me vengerai, je le dois, je le veux. Perds ta figure et plaie encore si tu peux. En achevant ces mots, la déesse offensée traîne par les cheveux la nymphe renversée. Callisto tend les bras, et ses bras étendus, hérissés d'un poil noir, s'arme d'ongles aigus. Déjà sur ses deux mains elle marche, et sa bouche, qui plut à Jupiter, est hideuse et farouche. Elle voudrait en vain et se plaindre et parler. Sa voix gronde, menace, elle s'entend hurler. Mais dans son changement, son esprit est le même. Malheureuse, elle sent son infortune extrême. Élevant ses deux pieds, autrefois ses deux mains, semble accuser le ciel de ses affreux destins. Combien de fois la nuit, craignant la forêt sombre, près de son toit natal, vint-elle errer dans l'ombre? Combien de fois des chiens, entendant des clameurs, chasseresse, elle fuit à l'aspect des chasseurs. Elle évite le loup sorti de son repère, et le loup qu'elle évite est peut-être son père. Ce qu'elle est, l'épouvante, et l'oubliant toujours, elle est ours elle-même, et redoute les ours. Ainsi, Callisto, enceinte d'Arcas par Jupiter, fut non seulement chassée par Diane pour avoir rompu le serment de chasteté, mais subit la colère de Junon, jalouse des adultères commis par son mari Jupiter. Arcas, qui n'a point vu sa mère infortunée, joignait 15 prétends à sa première année. Comme elle, il fait la guerre aux hôtes des forêts. Un jour qu'à ce dessein les longs nœuds de ses raies environnaient au loin la forêt dérimante, il rencontre sa mère au fond des bois errantes. Callisto, qui s'arrête en présence d'Arcas, a reconnu son fils qui ne la connaît pas. Il s'étonne, saisi d'une crainte imprévue, et la voyant sur lui fixer toujours sa vue, il recule. Elle veut approcher de plus près. Déjà, pour la percer, il préparait ses traits. Jupiter, à son fils, épargne un matricide, et dans un tourbillon emporté dans le vide, tous deux, ils sont changés en deux astres voisins. Ainsi, Callisto et Arcas sont placés dans les cieux par Jupiter. Et aujourd'hui, nous avons ce mythe des deux ours qui sont dans le ciel. Ils ne se quitteront plus jamais depuis cette histoire. La grande ours, la mère, aux côtés de son fils Arcas, dans le ciel. Donc ce mythe-là, nous le retrouvons dans tous les contrées d'Occident. Et nous avons même le mythe de l'ours qui s'enfuit dans la mythologie amérindienne. Au niveau de l'Inde, on dit plutôt que ces étoiles sont 7 sages. Tandis que pour les Touaregs, dans le désert du Sahara, c'est un chameau avec son bébé chamelon qui danse dans le ciel. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez l'envie de venir me rencontrer
Au niveau de la scène, si vous avez des questions,